En regardant cette magnifique salle que vous occupez à merveille, je me dis que finalement, lorsqu'on parle de renseignements et de renseignements clés, les hommes de l'ombre ne sont pas ici, hein, mais ils sont bien là, on est d'accord. Madame, Monsieur, nous allons enchaîner cette matinée et profiter de la présence de nos 6 éclairagistes sur le domaine du renseignement pour ouvrir une petite discussion que je vais mener d'abord avec eux ou entre eux, parce qu'ils ont des opinions fondamentalement différentes, en tout cas quand on creuse un petit peu. Et puis vous aurez la possibilité après, en faisant un petit signe à Madame Sylvia Pache, de poser votre question avec le microphone adéquat. Le mien me joue toujours des farces, mais je pense que c'est en ordre. Ça va pour la tonalité? Peter Ecker, le chef d'engagement des attachés de défense, a écrit en juillet de cette année, donc c'est tout récent, qu'au fond, vous étiez en possession, comme diplomate militaire, d'informations exclusives, non accessibles au public et aux médias. Alors, ma question est double. Est-ce que c'est vrai? Et puis finalement, qu'est-ce que vous faites de ces informations exclusives? Richtung Bern? Bon, tout d'abord, il faut peut-être voir qu'il y a pas tous les postes d'attachés ont la même importance au niveau du renseignement. D'accord. Donc, il y a des postes comme Washington, qui est typiquement un poste de coopération bilatérale, mais c'est clair que le renseignement, le côté renseignement joue aussi un rôle. Ça veut dire que on a naturellement accès à toutes sortes d'informations qui sont d'un côté données officiellement par les représentants américains. En plus de ça, on peut suivre les médias et puis aussi dans les discussions personnelles, on peut peut-être voir un peu des nuances de ces informations, les nuancer de ce côté. Et finalement, c'est l'attaché qui fait aussi une certaine synthèse de l'information pour voir quelle est déjà à quel point cette information paraît être juste ou valable et finalement quel peut être l'intérêt de la Suisse de la recevoir. Ça veut dire que toute information qu'on a accumulée, qu'on a récoltée, finalement, si c'est d'une survalue, plus-value pour nos autorités, pour l'armée ou pour le gouvernement suisse, elle est transmise à Berne. Oui. Mais dans ce domaine, vous êtes satisfait des informations que vous avez transmises à Berne? Est-ce que Berne les a, on ose le mot, intelligemment utilisées? Oui, certainement. C'est une véritable réponse de diplomate. C'est une véritable réponse de diplomate. Non, je ne vous taquine pas davantage. Non, mais vous savez, oui. L'attaché n'a pas toujours non plus la vue d'ensemble de l'information qu'il traite. Parfois, ça fait partie d'un plan plus élargi, plus grand. Et c'est pour ça, c'est pas à chaque fois, l'attaché ne peut pas à tout moment, à chaque moment, évaluer, si vous voulez, la transmission ou la mise en œuvre de cette information. Ouais. Ces informations que vous recherchez, je me tourne vers Kurt Pelda, vous nous avez démontré ce matin comment, pendant des semaines, voire des mois, vous suivez des informations, vous essayez d'obtenir des renseignements, vous ne disposez pas des moyens dont d'autres services de renseignement disposent, mais finalement, sind Sie an der Grenze der Legalität? Est-ce que vous travaillez à la limite de la légalité? Et puis la même question sera posée à Sébastien Locci, qui lui aussi, par le renseignement humain, a peut-être parfois dû franchir des limites,
C'est toujours légal ce que vous faites? Oui, je dirais oui. D'accord. Je dois dire oui, mais j'ai un Non, grand avantage. Les hommes de l'ombre font partie aussi de la police, mais ils sont très sages aujourd'hui. Alors, je n'écoute pas des téléphones, je fais rien d'illégal, mais j'ai un avantage en comparaison avec la police ou le SRC, parce que c'est moi qui décide si je veux infiltrer une scène extrémiste et comment je le fais. Je le fais, par exemple, chez les djihadistes avec des homosexuels arabes, qui, c'est clair, ils n'aiment pas les islamistes. Et parfois, les milieux nazis, j'infiltre avec des personnes qui sont des migrants, mais qui ont l'air d'être suisses, qui parlent parfaitement l'allemand suisse. Et parce qu'ils sont des migrants, ils n'aiment pas les néonazis. Comme ça, je peux être sûr qu'ils ne me donnent pas de fake news et des informations vraies. Alors là, c'est plus simple pour moi. Une petite question, parce que vous avez donné une réponse, mais vous avez donné aussi le bâton pour vous battre. Quand vous dites, vous choisissez, vous, qui vous faites, c'est vraiment vous qui choisissez ou c'est la direction générale de TX? Non, ils veulent rien savoir de ce que je fais. Hein. Alors mes sources, ça reste mes sources. Et même le paiement de ces indicateurs, c'est mon propre argent. C'est clair qu'on me donne un bon salaire pour que je puisse, comment dit-on, afforder ces sommes, mais c'est moi qui décide. Et eux, les chefs, ils ne veulent rien savoir, ils veulent seulement des résultats. Et les résultats augmentent le salaire? Pas vraiment, mais pas vraiment. Les résultats, on peut les utiliser pour échanger ces informations avec les gens de la police ou du SRC. Et parfois, on me donne aussi un peu d'informations qui pourraient aider mon boulot. Donc il y a une collaboration entre vous et des services de renseignement officiels. Sébastien Locci. Pas officiel. Hein. Pas officiel. Sébastien Locci, c'est un cas un peu différent puisque vous êtes, entre guillemets, militarisé, donc vous obéissez à une hiérarchie, vous avez donc probablement une mission qui est donnée dans la recherche de ce renseignement humain, mais est-ce que toujours tout ce que vous avez fait était conforme à la légalité? Alors, sur les théâtres d'opérations extérieures, on est un peu, d'un point de vue légal, c'est géré différemment qu'à l'intérieur d'une nation en Europe, puisqu'on est protégé par les textes internationaux, et puis c'est dicté par l'OTAN, par l'ONU. Oui. Et en fait, on a des moyens qui sont proportionnés aux résultats qu'on doit obtenir. Ceci étant, je pense que tous les spécialistes du renseignement qui sont présents ici savent très bien que pour obtenir des informations, la plupart du temps des informations qui doivent être acquises de manière urgente, on doit employer des moyens qui sont pas toujours dans les clous. Le rapport à prendre en compte, c'est le rapport entre le gain et puis la méthode qu'on va employer, savoir si effectivement ça vaut le coup de prendre des risques pour obtenir l'information. Monsieur Morigi, vous n'avez pas l'air d'être d'accord. Non. Au contraire. Au contraire, je suis d'accord avec lui et je dis que la seule différence, c'est que dans le monde corporate, on a une tolérance zéro à l'illégalité. Je ne peux pas, indépendamment de l'importance de l'information, si je l'ai obtenue illégalement et on m'a approché avec des informations qui ont été obtenues illégalement, je ne peux pas les utiliser, je ne peux pas les exploiter, je ne peux même pas les lire. Mais je parle de l'égalité, on parle d'égalité suisse ici, moi je parle de l'égalité, typiquement une entité israélienne qui nous amène des choses dans un autre pays, on se demande comment ils l'ont eu, comment ils l'ont obtenu, pourquoi est-ce qu'ils nous l'apportent, on ne va même pas les regarder. Donc on passe par des avocats, on les donne à des avocats, puis on leur dit, bah, écoutez, vous les lisez. Ouais. Là je ne parle pas de Rio Tinto, Lafarge, Holcim, non, je parle pour mon monde à moi, et j'ai des collègues qui adorent ce genre de jeu. Ils reçoivent les informations, ils vont les lire, ils vont prendre des petites photos, ils vont analyser, puis après ils vont faire le jeu du « Ah, moi j'ai suivi les règles ». Et très souvent, après, ils se font choper. Quand vous comparez, quand vous discutez, M. Morigi, avec vos collègues, camarades, amis de grandes sociétés comme Facebook ou d'autres,
Est-ce qu'ils ont, eux aussi, la même ligne de conduite ou la même honnêteté professionnelle? Comparer Holcim à Facebook, je ne sais pas si c'est un compliment ou une insulte, mais la réponse est non. Non. Déjà, prenez l'exemple des pansements que je vous ai donnés avant. Oui. On ne compare pas les Américains Facebook qui, avec le poids d'un bouton, il a accès à 5 milliards de personnes ou 4 milliards de personnes. Nous, on a accès à peut-être 5 milliards de sacs de ciment. Ce n'est pas des personnes. Mais ceci étant dit, il y a un point qui est super important, c'est que je crois, et on a eu une petite discussion hier à table, il y a une grande différence entre l'officier suisse, et je sais que certains ne seront pas d'accord avec moi, mais l'officier suisse, l'officier allemand, l'officier français, l'officier anglais, c'est que nous, on a le respect du drapeau, on ne meurt pas pour le drapeau, mais on va mettre très souvent l'intérêt de la nation, l'intérêt de nous-mêmes, l'intérêt de la loi, avant l'intérêt de briller au sein de l'armée. Et vous êtes tous au courant, je pense, de ce qui s'est passé chez Lafarge en Syrie. Quand vous avez un chef de sûreté qui met au-dessus de l'intérêt des actionnaires l'intérêt de la nation, automatiquement, il va finir par faire quelque chose qui est illégal pour l'entreprise. Parce que tu étais réglementé sur le terrain, ce que tu obtenais était obtenu de manière légale pour vous. Si tu nous passais ces informations, c'était illégal pour nous. Mais ce besoin du savoir constant des chefs de la sûreté ou des CIO est un besoin dangereux, très dangereux. Et là, on a des super avocats pour nous défendre parce qu'ils nous disent non, avocat interne, je rapporte au chef juridique de l'entreprise. Ils nous rappellent tous constamment, non, mais ça vous faites pas, je veux pas le savoir, je veux pas l'entendre, je veux pas l'écouter, ça s'est jamais passé. Pas parce qu'ils veulent nier, il dit, on va l'analyser avant que ce soit un fait. Mais quand même, quelle est la pression économique, par exemple, de votre grand patron? Zéro. De Holcim? Oui. De Jan Jenisch? Zéro. Zéro. Parce qu'il a une tolérance zéro sur ce qui est illégal. D'accord. Je crois que vous voyez tous, je m'excuse, mais il y a le concept de la grand-maman. Ma grand-maman, pour moi, était la meilleure grand-maman de la planète. Je pense que mon père ne serait pas d'accord. Il la voyait plutôt comme la pire belle-mère de la planète. D'accord. On a tous une manière de voir les gens différents. Notre CIO, en interne, j'ai passé 2 heures avec lui il y a 2 jours en arrière, il a une tolérance zéro pour ce qu'il appelle l'illégalité. D'accord. Mais zéro. Ce qui veut dire que ça me met en position beaucoup plus simple. J'ai eu des CIO dans le passé qui avaient une tolérance zéro pour ne pas être satisfait. Donc, ils ne toléraient pas ne pas être satisfait. C'est la seule intolérance qu'ils avaient. Donc, s'ils disaient, vous faites, vous allez chercher, vous investiguez, vous suivez, vous craquez les téléphones, on devait le faire. Moi, j'ai toujours refusé. D'accord. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, d'ailleurs, cette impression est sans doute partagée dans l'Assemblée. Madame Samia Hurst, c'est toute la problématique de la confiance. Et dans les recherches que j'ai faites en préparant cette journée avec vous, j'ai retrouvé quelque chose que vous aviez dit à ID News. Et vous disiez, c'était en juin de l'année dernière, les mesures de réponse à la pandémie nécessitent confiance suffisante entre les autorités scientifiques et le public. Alors, j'aimerais bien qu'on approfondisse peut-être cette notion de relation entre l'État et les services de renseignement, ou les services de renseignement même privés, comme ceux de M. Morigi ou ceux de M. Pella. Vous qui êtes d'ailleurs, M. Pelda, très critique vis-à-vis de notre démocratie, puisque vous dites que nous sommes parfois un peu laxistes dans certains domaines. Madame, qu'est-ce que vous voulez expliquer dans cette relation entre les services de renseignement, ce dialogue qui devrait avoir lieu entre ceux qui savent et ceux qui devraient savoir? Alors effectivement, l'article auquel vous faites référence, c'est celui que j'ai également montré dans mes diapositives. C'est un élément vraiment essentiel, la confiance, parce que c'est ce qui permet au final la coopération. C'est ce qui nous permet de faire des choses ensemble, que l'on se connaisse et que la confiance soit basée là-dessus, ou qu'on ne se connaisse pas et qu'elle soit basée sur autre chose. Et c'est vrai que face à une pandémie, à la fin, bien sûr, il y a des décisions politiques, bien sûr, il y a des décisions qui vont affecter nos circonstances et notre environnement. Mais à la fin, chacun d'entre nous va aussi devoir implémenter des mesures de prudence dans notre quotidien, sans quoi même des mesures extrêmement strictes seront inopérantes. C'est d'ailleurs une des choses qui explique que dans certains pays, des mesures très fermes aient été suivies de moins d'efficacité que des mesures
moins ferme dans des pays où les gens ont davantage suivi, comme par exemple en Suisse, où on a eu des mesures qui étaient moins incisives que dans d'autres pays, mais qui avaient parfois une efficacité plus importante parce qu'elles étaient finalement implémentées au lieu d'être fuies par la population. Ça va être déterminant. Alors ensuite, ça veut dire qu'effectivement, la confiance est un ingrédient souvent invisible, mais absolument nécessaire. Et on sait aussi, parce que ça a été étudié en sciences sociales, d'autant plus dans la pandémie actuelle, on sait aussi que parmi les personnes moins vaccinées, parmi les personnes plus opposées aux mesures, dans pays après pays après pays, il y a des groupes, des milieux de la société qui ont parfois, comment dire, de bonnes raisons de ne pas entièrement avoir confiance dans les autorités du pays, parce qu'il y a parfois un peu du casier judiciaire à la clé, il y a parfois un petit peu des précédents qui font que la confiance a été érodée, déjà dans le passé, ou perdue. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit prendre extrêmement au sérieux. On doit évidemment se battre contre les fake news et puis donner l'information correcte, lutter contre les informations mensongères, c'est vrai, mais on doit en aucun cas tomber dans le piège de démoniser les personnes qui y croient, parce que parfois, d'abord elles sont victimes, et puis parfois c'est en raison du fait qu'elles ont des raisons préalables de manquer de confiance qu'elles vont tomber dans ces milieux-là. Et si on ne se rend pas compte du phénomène, on va négliger des personnes qui ont de bonnes raisons de ne pas avoir confiance. Des personnes, donc en d'autres termes, dont nous avons trahi les attentes collectivement et pour lesquelles nous devons pouvoir faire mieux. C'est un point où, dans une démocratie comme la nôtre, effectivement, on a peut-être un point faible encore aujourd'hui. D'accord. J'ai appris de Sébastien Loci ce matin, notamment que la question du regard était importante dans le renseignement humain. Donc on va chercher aussi le renseignement au travers du regard. Nous sommes entre nous, madame, nous sommes clés d'eux. Alors, si je vous regarde au fond des yeux et que je vous dis ce climat de confiance aujourd'hui en Suisse entre le monde scientifique et le monde politique, il n'existe pas. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Moi? Ah, comme ça. Comme okay. ça. C'est une manière de formuler une question. Non, ouais. Plus sérieusement, comment est-il? Et puis après, je vous poserai une autre question parce que je suis quand même un petit peu dans la communication. Je vous en prie. Alors, le climat de confiance entre le monde scientifique et le monde politique en Suisse, aujourd'hui, largement, il existe. Je pense d'ailleurs, et il y a des données qui le confirment, qu'entre la population et le monde scientifique d'une part, puis entre la population et les instances politiques d'autre part, la confiance existe aussi. Il y a eu des fluctuations, mais majoritairement, quand on étudie cela, on voit que la confiance est présente. Évidemment, on donne beaucoup de place et beaucoup de voix aux situations où elle a des failles, aux situations où elle manque, mais en fait, ça reste des situations qui sont minoritaires, en fait. Je dirais même que la confiance entre le monde scientifique et le monde politique a plutôt augmenté, en fait, parce qu'on a appris à parler un langage plus intelligible les uns avec les autres. Comme je le disais dans ma présentation, il n'y avait pas de voie de transmission, de courroie de transmission au départ entre la place scientifique suisse et les décideurs politiques, mais ça voulait aussi dire qu'il y avait assez peu de langage commun. Et il a fallu développer ce langage commun qui, évidemment, améliore la confiance une fois qu'il est présent. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours suivi, mais ça, c'est une question complètement différente. Alors, vous me tendez une perche, mais gigantesque avec le mot de langage. Je suis navré, madame. Le monde scientifique, quand il me parle aujourd'hui, je n'y comprends rien. Comment puis-je avoir confiance ? Alors, il y a différentes réponses qu'on peut donner à cette question. Tout d'abord, vous avez, je ne sais pas si c'est ça que vous voulez dire, mais vous avez raison que le monde scientifique doit faire des efforts de communication plus clairs. Une des premières choses que j'ai faites lorsque, en 2015, j'ai repris la direction du département de santé et médecine communautaire à l'Université de Genève, c'est instaurer des cours de média training et de communication pour nos jeunes chercheurs afin justement les former à communiquer au public qui, après tout, sont nos bailleurs de fonds. Les contribuables payent notre recherche, ils ont droit à nos résultats. C'est une question de principe, pour qu'on puisse rendre aussi les résultats des recherches scientifiques au public de manière intelligible. Ensuite, ça peut être une des sources de confiance. Mais c'est important de noter que dans la définition d'Honora O'Neill, la complète compréhension de comment ça marche ne fait pas partie en fait, des bases de la confiance. Si je vais voir un médecin qui me dit « vous devez être opéré de votre épaule qui est cassée », je n'ai pas nécessairement besoin de comprendre comment ça marche, un os, une fracture, une opération chirurgicale. Je vais lui faire confiance sur des bases différentes.
Et quand on parle donc d'améliorer ou de maintenir ou de ne pas laisser trop menacer la confiance, il faut comprendre que la transparence sur laquelle on met tellement de poids et qui est importante dans bien des domaines est insuffisante et elle peut même être délétère. Parce que si on ne fait que expliquer sans donner les clés pour savoir à quel point on est compétent, honnête et fiable, on n'aura en fait rien fait pour la confiance, même si on a été très transparent. Cette confiance, professeur Ribot, entre les différentes polices autour du renseignement criminel, cette confiance entre les différents corps de police, on sait les corps de police parfois un peu concurrentiels, mais sur ce domaine-là, est-ce qu'on trouve une transparence, une honnêteté, un dialogue qui est positif? C'est une bonne question. Merci. Moi, je pense qu'il y a pas mal de gens dans la salle qui sont directement concernés puis qui le vivent tous les jours. Hein, et on voit que d'un point de vue opérationnel, ça marche toujours. C'est-à-dire que dès le moment où vous êtes dans une opération, dès le moment où vous échangez avec des gens que vous connaissez ou avec qui vous avez des rapports particuliers, la confiance, elle est totale et l'information circule. Et je dirais que là, il y a pas, le problème n'est pas là. Après, si on monte sur un plan institutionnel, c'est clair que on est dans un pays fédéraliste, avec les cantons qui ont leurs compétences propres, qui ont leur champ décisionnel qui est propre. Et c'est vrai qu'on n'aime pas trop qu'on vienne empiéter sur les champs décisionnels des uns et des autres. Et ça, c'est vrai à l'intérieur des organisations, c'est vrai sur le plan institutionnel, c'est vrai un petit peu à tous les niveaux. Et je pense que en relation avec la confiance, hein, il y a certainement la peur d'un empiètement sur les champs de compétences institutionnels, opérationnels, etc., qui sont délivrés par les institutions. Et je pense qu'il faut bien distinguer ces deux niveaux qui cohabitent, hein, mais qui sont, je pense, à distinguer dans la réflexion. Restons sur ce domaine institutionnel, et je me tourne vers votre voisin, Kurt Pelda. J'ai aussi passé quelques heures, pas trop, parce que sinon mon directeur sera un petit peu fâché avec moi, mais quelques heures sur Google, et j'ai trouvé une interview que vous avez accordée à Kulturzeit, à Troisat, en Allemagne, et vous disiez, c'est aussi très récent, c'était en novembre de l'année dernière, vous étiez un peu sévère vis-à-vis de cette démocratie suisse qui, au fond, ces institutions ne feraient pas trop leur travail ou seraient parfois trop légères ou... Comment vous expliquiez cette situation? Vous êtes critique vis-à-vis de la Suisse? Alors, critique, certainement envers la justice. La justice, d'accord. Parce qu'on voit, alors, les verdicts contre les djihadistes, par exemple, on voit maintenant que le tribunal de Bellinzone, maintenant ce sont plusieurs années que les djihadistes reçoivent, mais on a toujours le problème qu'on ne veut pas rapatrier les djihadistes qui sont toujours en Syrie dans des camps d'internement, alors les femmes qui n'ont pas combattu, et on ne veut pas les rapatrier avec leurs filles, parce qu'on sait très bien qu'en Suisse, ils recevront une année, peut-être seulement des amendes. Et en comparaison, si vous regardez les États-Unis, hein, là, le verdict, comment dit-on, au moyen, c'est 12 ou 13 années pour des gens qui supportent Daesh, alors l'État islamique. 12 à 13 ans. Et chez nous, c'est la plus grande... C'était 7 ans, je pense, 70 mois de prison. Donc on a vraiment un problème qu'on met ces gens en cachot, mais après 2 ou 3 ans, ils sortent et on ne peut pas les rapatrier dans leur pays, l'Irak, Somalie, je ne sais pas, la Syrie, et après il faut vivre avec eux. Et qu'est-ce qu'on fait? On leur donne du social, on n'a pas un programme d'intégration, donc ça pose une menace constante. Et ça, c'est quelque chose que je critique. Cette critique que M. Pelda prononce à l'endroit de la justice suisse, du côté de l'Hexagone, Sébastien Lecci, vous porteriez aussi cette critique vis-à-vis de l'État français? Au fond, est-ce que parfois vous avez été déçu de la qualité du renseignement humain que vous aviez obtenu et de la mauvaise utilisation qu'on en aurait fait? Moi, je ne me permettrai pas de critiquer l'État français. Très certainement pas ici.
Cependant, en ce qui concerne le métier et la pertinence des informations qu'on a acquises et qu'on a transmises et qui n'ont pas été utilisées, il faut savoir que le métier de renseignement, c'est un métier extrêmement ingrat et que c'est des choses qu'il faut accepter. Il faut l'accepter tout de suite, que peut-être on détient une partie de la vérité, excusez-moi, et que ce ne sera pas exploité et qu'on va passer à côté. Mais peut-être aussi qu'il y a des intérêts supérieurs qui ne permettent pas d'exploiter ce qu'on a trouvé. Et puis, ça mettrait peut-être en péril d'autres opérations dont on n'a pas connaissance. Et la question, c'est le besoin d'en connaître. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous vouliez ajouter quelque chose, Madame Hurst? Non? Peter Ecker, venez au secours de la démocratie suisse que M. Pelda... quelle réputation à Washington a notre pays? Langage non diplomatique, s'il vous plaît. Non diplomatique, oui. Écoutez, la Suisse, elle a une très bonne réputation aux États-Unis. Et si on prend en considération, par exemple, tous les problèmes bancaires qu'il y a eu dans les années 2015 par là autour, ça n'a jamais eu une récupération dans le public. Hein. Donc, c'était des choses qui étaient totalement séparées, je dirais. Donc, pour revenir, la Suisse, elle a un très bon nom. Il faut aussi savoir qu'on dit souvent que les États-Unis et la Suisse, c'est des sister republics. Donc, à la base de leur système politique, il y a beaucoup de communs. Et je pense que pour les États-Unis, pour les Américains, ça c'est toujours un lien à quelque part qui nous tient. Et c'est pour ça la réputation, elle est très bonne et puis elle a été très bonne. Je vais rebondir sur cette réflexion et puis me tourner vers Cédric Morigi qui effleurait la question tout à l'heure dans son intervention. Et je reprends un propos de Madame Doris Leuthard, lorsque, en mai de cette année, elle parlait de la digitalisation. Et elle disait notamment le partenariat entre le public et privé doit s'asseoir sur la crédibilité de l'État et la flexibilité du privé. Alors la flexibilité du privé, je crois qu'elle est acquise, M. Morigi. Vous la défendez. Et puis, la crédibilité de l'État, qui c'est qui veut la représenter aujourd'hui? Professeur? Madame? Monsieur l'ambassadeur militaire? Allez-y. Le premier point, quand on parlait de crédibilité de la Suisse, de vision de la Suisse ou comment on est reçu à l'étranger, je peux que le confirmer parce que dans l'armée suisse, j'étais capitaine, je n'étais pas un grade extraordinaire. Mais comme je suis officier suisse, on m'a ouvert les portes en Irak, aux Philippines, au Nigeria, à rencontrer les autres instances militaires. C'était basé sur la confiance, chose que mes collègues anglais n'avaient pas. Donc, certains de mes collègues anglais, pour des raisons politiques, idéologiques, n'étaient pas bienvenus à leur table. Nous, on a toujours été bienvenus. Encore maintenant, je suis bienvenu. Vous parliez de flexibilité. Et je ne sais pas si toutes les entreprises sont flexibles. Avant, j'ai lancé une boutade, c'était aussi pour faire rigoler, le fait que, oui, effectivement, après j'en ai discuté, le Tessin, il y a de ça 15 ans en AR, n'avait pas compris pourquoi j'allais les chercher. Et moi, instinctivement, j'ai été chercher la police, parce que je me suis dit, on vient de se faire attaquer, je vais demander de l'aide à la police. Mais moi, j'ai toujours été collaboratif. J'ai toujours essayé de construire des ponts entre les fonctions, entre les départements, donc je vais les chercher. Il y a plein d'autres entreprises qui ne vont pas le faire, qui ne sont pas intéressées, qui n'ont pas le droit de le faire ou qui ne sont même pas encouragées à le faire. Et puis il y a des entreprises qui se considèrent comme étant supranationales. Je peux vous garantir que quand j'ai été chez Facebook, donc j'ai été interviewé pour devenir numéro 1 de la sûreté physique chez Facebook, il y avait des super-héros américains dans tout l'immeuble qui volaient partout. C'était un monde complètement différent. Ils sont au-dessus de l'État. Ils se considèrent comme supérieurs au FBI. Ils ont une mentalité complètement différente. Donc je crois qu'il faut faire très attention à faire une généralisation de dire toutes les entreprises sont flexibles, ce n'est pas vrai. Comme il faut pas faire une génération qu'on peut avoir confiance dans toutes les entités étatiques. Je crois qu'on arrive après à la confiance à l'individu, comme tu en parlais avant. Est-ce que oui ou non, je peux avoir confiance de mon interlocuteur?
Est-ce que cet interlocuteur va utiliser les informations que je vais lui donner ou que je vais recevoir à bon escient? Ouais. Puis la bonne escience, pour moi, c'est pas pour son intérêt personnel, mais pour, comme on dit en anglais, the greater good. Pour quelque chose un peu plus grand que juste satisfaire mon ego. Professeur Ribot, vous êtes d'accord avec cette analyse? Toutes les administrations de l'État ne méritent finalement pas confiance? Alors, là aussi, on peut révéler quelques sondages qui ont été faits, notamment sur la police. Donc, je vais parler plutôt de la police. Puis là aussi, il y a un paradoxe qui apparaît dans ces données, c'est-à-dire que si on questionne le public pour savoir est-ce que vous avez confiance en la police, le public va assez systématiquement dire oui, on a confiance en la police à des taux extrêmement élevés. Si on demande aux policiers est-ce que vous pensez que le public a confiance en la police, le policier va dire non, on ne nous fait pas confiance, on ne nous fait plus confiance, ça ne marche plus. Deuxième exemple, sur les questions numériques, on a parlé tout à l'heure, on pourrait imaginer que, notamment, est-ce que ça vaut la peine de déposer plainte? Est-ce qu'on a confiance, en fait, sur le fait que la police sera capable de résoudre mon problème informatique? Puis, là, effectivement, l'intuition, la rumeur voudrait dire, non, il ne faut pas aller, tu vas perdre du temps, etc. Enfin, c'est un discours, si on sonde les gens, ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'on se rend compte que à peu près le 70-75% des gens, s'ils doivent chercher de l'aide, vont à la police, même pour ces problèmes les plus pointus, comme premier acteur, avant l'informaticien, l'ami, etc. Et je crois que ça montre la force symbolique en fait de l'institution police vis-à-vis du public. Et puis je crois que c'est une réalité. Je pense qu'il faut capitaliser là-dessus. C'est vrai que les perceptions qu'on a, c'est peut-être sur des cas particuliers qu'on généralise ou auxquels on donne un poids particulier. D'accord. Monsieur Lecci, vous avez dit tout à l'heure que l'homme du renseignement humain, la personne du renseignement humain n'était pas un espion. C'est juste, hein? C'était un de vos propos. Ce n'était pas un espion. Mais au fond, vous, l'activité que vous avez déployée, et puis dans une moindre mesure, l'activité aussi que Kurt Pelda a menée, notamment en Syrie, dans son tout jeune âge, et puis ensuite, plus tard, en Afghanistan aussi, c'est quand même un tout petit peu de l'espionnage. Je ne parle pas de l'espionnage, Peter Ecker, que Madame Ecker faisait auprès des autres dames, épouses des généraux, 4, 5 et quelques étoiles supplémentaires. C'est vraiment de l'espionnage? Alors, moi, effectivement, c'est une question sémantique. Sémantique, d'accord. Qu'effectivement, l'espionnage, c'est dans le cadre où tout tourne mal. D'accord. On ne peut pas soi-même se définir comme espion. Et même dans les services secrets, les gens ne se définissent pas comme espions. Ils sont capteurs, ils sont opérateurs, ils sont professionnels du domaine, mais en aucun cas ils vont se définir comme un espion. Un espion, c'est celui qui se fait attraper la main dans le pot de confiture. D'accord. Et il faut éviter. Et vous n'êtes pas non plus, ou vous ne vous considérez pas non plus comme un espion. Mais quand on a été élu le meilleur journaliste et le meilleur investigateur de Suisse, bon, ça fait plaisir, mais ce n'est pas quand même un petit rôle d'espion, de déstabilisateur de la démocratie, non? Non, pas du tout, parce que les espions, ils restent en l'ombre. Non, ils donnent les informations à la police ou les services de renseignement, et les informations restent là. Moi, au contraire, je publie les informations. Alors, on peut très bien voir que ce que je fais, mes opinions aussi, mes voyages en Syrie. Alors, ça me cause des problèmes si on pense qu'on est des espions, des journalistes, comme l'État islamique. Hein. Ils veulent couper des têtes des journalistes parce qu'ils disent que tous les journalistes sont des espions. Donc c'est très dangereux, cette opinion. Nous, on fait un boulot. Parfois, on utilise des méthodes d'espions, surtout si j'infiltre des indicateurs. Mais au total, hein, je publie les informations. Tout le monde peut les lire. Avant de me tourner vers vous, madame, monsieur, et vers le public, j'aimerais revenir encore vers vous, madame. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez donné, dès votre arrivée, notamment à la faculté à Genève, des cours de média training à vos chercheurs. OK, des cours de communication. Je ne les ai pas donnés moi-même. Vous n'avez pas donné vous-même. Je les ai organisés, c'est quelqu'un d'autre qui les donne. Ce n'est pas mon métier. Hein. À chacun son métier, d'accord. Petite question, est-ce que vous ne proposeriez pas non plus aussi aux hommes politiques des cours autour de la confiance?
J'ai envie de dire pas au milieu politique seulement, parce que c'est une des notions centrales à toute époque, hein, et c'est une notion qui est trop fréquemment, mais vraiment profondément incomprise dans la nôtre. On a vraiment ces malentendus que j'ai essayé un petit peu d'écarter tout à l'heure. On pense vraiment que la confiance est une affaire d'affection ou de popularité, alors qu'en fait, non, vraiment pas. Et on entend beaucoup trop d'appels vers plus de transparence pour améliorer la confiance, sans vraiment comprendre le rapport entre les deux. Donc je pense que c'est une notion qui doit être mieux comprise dans beaucoup de milieux, qui dépendent de la coopération et oui, de la confiance. La politique en est un, c'est loin d'être le seul. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que c'est presque un mot de conclusion que vous aimeriez nous apporter? Parce que nous savons que vous devez nous quitter un peu prématurément avant la fin de ce podium, puisque Madame doit conduire une séance de la Swiss Task Force Covid-19 tout à l'heure, dans quelques minutes. Laissez-nous un message d'espoir. Est-ce qu'on a une chance, une fois, de comprendre le monde scientifique? Oui. 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 Je pense qu'effectivement, on peut mieux faire. Une des choses que cette crise aura révélé, c'est qu'on a un vrai déficit dans toute notre population de compréhension sur comment la science fonctionne. Ouais. On enseigne très bien dans nos écoles, dans les cours de sciences, justement, ce que la science sait. Mais ce n'est même pas la partie la plus intéressante, ça. C'est beaucoup, beaucoup plus important de comprendre comment on sait. Et je pense que là, il faudra tirer les leçons. Il faudra aussi que les personnes qui s'occupent des programmes scolaires, qui s'occupent d'éducation, en tirent les leçons. On fait déjà depuis très longtemps ce qu'on appelle des cafés scientifiques, où les scientifiques vont parler aux collégiens en général. C'est presque un peu trop tard. Il faudrait vraiment que ce soit là lors de la scolarité obligatoire pour absolument tout le monde. Il n'y a pas de raison de ne pas comprendre comment marche la science si vous êtes plombier. Et donc, on devrait faire mieux pour ça. Cela dit, on voit aussi des efforts de meilleure communication dans les milieux scientifiques. Donc, déjà, j'espère que quand vous disiez que les scientifiques, vous ne comprenez rien, vous ne faisiez pas référence à ma conférence de tout à l'heure. Mais on fait des efforts, on voit des résultats, on doit faire encore mieux, effectivement, parce que ça appartient à tout le monde, les résultats scientifiques. Ce n'est pas un monopole. Merci pour cette conclusion que je vous propose d'applaudir. Madame, Monsieur. Bonne séance. Bien, si nous faisons un tout petit peu de lumière dans la salle, ce sera très agréable pour que les hommes de l'ombre ne soient plus dans l'ombre. Et à qui pourrais-je donner la parole pour une question ou une intervention, s'il vous plaît? Je regarde. Monsieur, il y a un microphone. Madame, un microphone pour monsieur. Merci beaucoup. Très gentil de nous dire qui vous êtes et à qui de ces 5 messieurs vous aimeriez adresser votre question, monsieur. Bien, j'aurais aimé rester dans l'ombre, parce que je suis un ancien de l'ombre. Alors, ma question s'adresse à monsieur Belda. Sur les personnes qu'il a identifiées, combien y a-t-il de délinquants? Puis quand je dis délinquants, de gens qui ne sont pas en contact avec pour des raisons politiques, des délinquants, le casseur, le voleur, le braqueur, tout ça. Le droit commun. Le droit commun dans sa plus simple acception. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est dans ces gens, combien va-t-on en retrouver autour des terrains de football ou des patinoires de hockey? Merci. Je n'ai pas compris la dernière phrase, je m'excuse. Oui, alors... Ces personnes que vous avez identifiées, combien sont-ils de droit commun, délinquants, petits vols, etc. Et puis, sont-ils aussi des supporters au hasard, du FC Saint-Gall ou du Hockey Club Gauthieron? Non, Bienne, pardon. Alors, on peut dire, si on parle de l'action jeunesse, la Young Tat, que la plupart de ces gens viennent de la scène des hooligans. Oui, c'est clairement le FC Zurich, Grasshoppers, mais aussi le FC Saint-Gall. Il y a des gens là. Alors, il y a une partie qui sont des hooligans et ils ont fait des bagarres, oui, ils ont fait comment dit-on, les trucs du droit commun, mais c'est pas comme chez les djihadistes où on voit beaucoup plus de criminels. Et pour le véganisme, je pense que c'est
plutôt un phénomène en Suisse romande. On avait les problèmes là, des terroristes verts, véganistes. J'ai mentionné qu'une partie de l'action jeunesse est straight edge. Ça vient de l'extrême gauche, c'est une idéologie. On mange des trucs sains, on ne mange pas trop de viande ou pas de viande, on ne boit pas d'alcool et on fait beaucoup de sport. Alors ça, ce sont ces nouveaux néo-nazis et peut-être 30% ou 40% de cette action jeunesse est comme ça. Mais ils ne sont pas des criminels comme peut-être on peut dire la plupart des gens qui sont allés en Syrie pour faire la guerre pour Al-Qaïda ou pour l'État islamique. Merci, M. Pelda. Une autre question dans la salle ou une autre intervention? Je vous vois bien. Oui, monsieur. Merci pour lui. Oui. Oui, ma question va s'adresser surtout au professeur Ribot. On parle depuis le début de ce forum de qualité, du renseignement, du traitement de l'information, etc. Au vu de l'évolution de la menace terroriste en interne au niveau de la Suisse, qu'est-ce qui est concrètement mis en place au niveau du renseignement et comment on l'a mis en place? La question, c'est, en France, ils ont les fameuses fiches S, ils tracent, on va dire, avec plus ou moins de succès les personnes et les profils. Puis là, on voit qu'en Suisse, on a eu des surprises au niveau des profils qui sont apparus ou qui ont agi. Est-ce que c'est quelque chose qui a été mis sous le tapis et détecté trop tardivement, ou c'est quelque chose qui était connu, mais certaines informations n'étaient pas pertinentes? Alors, merci pour votre question. Professeur Ribot, vous allez y répondre. Et puis, j'ai vu que dans la déclaration ou dans la question, Sébastien Locci, vous avez froncé le sourcil à la fiche S. Il faudra que vous nous expliquiez pourquoi. Monsieur Ribot. Oui, alors je dirais que je ne suis pas du tout un spécialiste du renseignement de sécurité. Hein. Je crois qu'il y a des meilleurs spécialistes que moi qui sont là aujourd'hui. Mais la question qui se pose derrière le fichage des gens, de manière générale, hein, que ce soit pour ces questions-là ou pour d'autres questions, c'est que c'est toujours facile, a posteriori, de dire « Ah, mais on connaissait cette personne. Elle a passé à l'acte, on connaissait cette personne. Elle était dans les fichiers, donc on aurait dû forcément la sortir avant. Hein. » Et je vous garantis que le problème de sortir les personnes avant, c'est un autre problème complètement différent. Hein. Je ne sais plus en France combien il y avait de personnes en fiche S, peut-être plusieurs milliers, peut-être dizaines de milliers, je ne sais plus exactement. Alors, il y a dizaines de milliers de personnes, et il y en a peut-être un qui va passer à l'acte demain, c'est lui qui va faire l'actualité, c'est lui qui va faire, etc. On va faire le travail à rebours. Vous pouvez faire le travail dans une base de données. Si vous connaissez le nom, vous allez facilement sortir le nom dans la base de données. Si a priori vous ne connaissez pas et vous devez prédire les passages à l'acte, ça c'est des choses qu'on sait très mal faire. Parce que les modèles, ils ne marchent pas bien pour ça. Donc voilà ma réponse par rapport à cette question-là. Et du côté de l'Hexagone, Monsieur Locci? Non, alors, je pense que le professeur Ribot a déjà largement répondu à mon haussement de sourcil. C'est-à-dire que catégoriser des délinquants qui se rapprocheraient plus du terrorisme ou pas, puisque le fichier S, c'est quelqu'un qui va atteindre la sûreté de l'État, hein, et pas forcément quelqu'un qui appartient à un mouvement terroriste qui soit islamiste ou autre, hein, ou des extrêmes. Les fichiers S sont surveillés, sont suivis. Cependant, si pendant un certain laps de temps, ils ne sont pas actifs, la surveillance va être levée, puisqu'on n'a pas les moyens de mettre un opérateur ou un groupe d'opérateurs derrière chaque personne fichée. Ça représente effectivement plus d'une dizaine de milliers de personnes. Comment faire? Il faut avoir les moyens, et puis en sachant qu'il y a des gens qui passent à l'acte et qui n'ont jamais été fichés. D'accord. Merci beaucoup de ce complément. Une autre question dans la salle? Je n'en vois pas. Oui? Non? Je n'en vois pas. Messieurs, s'il vous fallait en quelques mots nous dire deux choses. La première, finalement, qu'est-ce qui vous unit entre vous? Quel est votre point commun? Quel est votre dénominateur commun? Le plus petit dénominateur commun. Ça, c'était un vieux souvenir de mathématiques, professeur Ribot. Mais
Entre vous, quel est le plus petit dénominateur commun? Qu'est-ce qui vous unit? Et puis, qu'est-ce que vous aimeriez laisser à notre public qui vous a été plus qu'attentif tout au long de la matinée? Qu'est-ce que vous aimeriez laisser comme messages principaux ou principal message? Vous voulez commencer, professeur? Alors, je veux bien commencer, si vous voulez bien. Alors, qu'est-ce qui nous réunit? Beaucoup de choses, on l'a vu aujourd'hui. Donc, je pense que la thématique était extrêmement bien choisie, de focaliser sur la notion de renseignement. Cette notion de renseignement, elle nous renvoie à tous les problèmes qu'on a vus aujourd'hui, mais en particulier à la question de la donnée, à la question de son analyse, à la question de la manière dont on va communiquer ces analyses à des interlocuteurs souvent décideurs. Et je crois que c'est vraiment le processus qui est complètement commun entre les différents acteurs ici. Quel est le message? Le message, c'est de continuer d'exprimer, de comprendre cette notion de renseignement, parce qu'on l'a vu même entre la science et le politique, on a du renseignement, puisqu'il s'agit de traiter de l'information, de l'analyser, de mettre des hypothèses, et ensuite d'essayer de faire comprendre ces hypothèses à des décideurs qui doivent décider. Donc le scientifique, ça n'a pas été dit, le scientifique doit rester aussi à sa place dans le processus, il ne faut pas oublier ça non plus. Et je pense qu'il faut bannir, par exemple, de nos vocabulaires en tant que renseignement, il faut, on doit. Ça, c'est des mots qu'on ne doit pas utiliser. Hein. Mais par contre, on peut proposer un tas de choses, on peut suggérer un tas de choses, on peut orienter. Et là, on est dans un vocabulaire qui est beaucoup plus adéquat en matière de renseignement. Donc, c'est peut-être aussi dans une époque dans laquelle on est déstabilisé par les données, oui, par le volume, etc., que chacun retrouve sa place aussi dans des processus mieux structurés pour qu'on regagne un peu de stabilité par rapport à ces questions-là. Et je pense conceptuellement, là, on a beaucoup de choses à travailler. Merci infiniment. Monsieur Cédric Morici, le point commun avec vos 4 collègues de table ce matin. C'est une chose que j'ai remarquée en fait dans le monde de la sûreté en général, et dans le monde de la sûreté, c'est assez intéressant parce que vous parlez de sécurité, vous. Et dans le monde de l'entreprise, en fait, la sécurité, c'est tout ce qui est health and safety. Donc le monde de la sûreté, ce que moi j'appelle le monde de la sûreté, c'est votre monde de la sécurité. C'est en fait ce besoin commun qu'on a de faire les choses justes, mais aussi de protéger l'environnement dans lequel on opère. Cet environnement, ce que moi j'appelle l'écosystème, qui est composé premièrement d'êtres humains, de nature, d'immeubles, etc. Mais c'est comme si dans tous les gens de la sûreté qui font bien leur métier, il y a ce besoin fondamental de faire quelque chose de bien pour la communauté. Et ça, je le vois très bien. C'est assez facile de le voir quand on rentre en entreprise, de voir l'individu qui est là parce qu'il a envie de travailler pour l'entreprise ou il a envie de travailler pour lui-même. C'est très facile de parler avec un politicien et de se rendre compte s'il parle pour lui-même ou pour le bien de la communauté. Et je vous invite à faire cet exercice 2-3 fois. Posez-vous la question, est-ce que la personne parle pour lui ou pour le bien commun? Et vous arriverez déjà, et je ne suis pas psychiatre ni psychologue, bien au contraire, mais vous arrivez déjà à canaliser, en tout cas dans le monde du corporate, ça. Et je pense qu'autour de cette table, tout le monde parle pour essayer de faire avancer les choses, avancer le schmilblick. Le point que j'aimerais laisser, en tout cas du monde corporate, c'est qu'il vous parlez d'espionnage. On n'a pas parlé d'espionnage économique, qui pour moi est un énorme sujet. Mais aucun d'entre nous, aucun d'entre vous n'en a parlé. Il n'y a pas eu de question sur l'espionnage économique. On parle de perpétrateurs, on parle de criminels, mais on est tous victimes de ces gens-là. On l'est tous, directement et indirectement. Eh bien, malheureusement, je trouve qu'encore aujourd'hui, on ne construit pas des ponts entre nous pour en fait se battre contre un ennemi commun. J'ai presque l'impression des fois qu'on se bat plus contre nos propres alliés que contre l'ennemi commun, qui en fin de compte, d'un point de vue purement stratégique, est une erreur fondamentale parce qu'on les laisse devenir de plus en plus forts. Et c'est exactement ce qu'on voit avec la cyber, c'est ce que tu expliquais avant avec la cyber. On est en retard, ils sont en avance, et on n'a pas compris qu'on est en retard. On a compris qu'on est en retard, mais on n'a pas encore compris comment on va faire pour avancer plus vite. Merci beaucoup. Kurt Pelda, le point commun et puis votre message. Alors, nous, on cherche des informations, on les analyse, oui. Alors, je pense que le point commun, c'est peut-être la curiosité. Il faut vivre avec des yeux ouverts pour qu'on voit les informations qui sont importantes, parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais quelles informations sont importantes pour la sécurité, comme vous dites, pour
le bien public. Et ce qu'on fait, je pense, tous entre nous, c'est aussi, après qu'on a analysé les informations, on les transmet aux clients, aux politiciens, aux lecteurs, et c'est des autres personnes qui décident après. Et parfois, on voudrait bien influencer ces décisions, et ça cause peut-être, au moins chez moi, une certaine frustration, parce que je vois que le procès politique, la justice, c'est un peu lent, et parfois ça va dans la mauvaise direction. Donc, je ne sais pas de vous, mais parfois je me sens un peu frustré. Merci beaucoup. Peter Ecker, pardon. Bon, c'est clair que l'armée ou le militaire, c'est l'élément de sécurité et de protection pour la population et le pays. C'est pour ça que le dénominateur commun, c'est de servir ses besoins, c'est de servir les besoins de la communauté. Et je pense que c'est ça qui nous réunit aussi, qui nous fait un dénominateur commun. C'est dans ce contexte que j'ai vécu cette matinée, et j'ai beaucoup appris, il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Avec mon expérience au niveau militaire, c'était vraiment un peu focusé sur le militaire, mais c'est la vie. Pour moi, comme élément principal, c'est le contact humain, c'est la confiance qu'on peut créer, c'est par cette confiance qu'on peut remplir des objectifs, qu'on peut remplir la mission finalement. Et cette confiance, elle est importante justement pour avoir accès à ces informations, pour aussi éventuellement donner des informations à quelqu'un d'autre. C'est aussi se baser sur cette confiance. Et je pense que pour moi, ça, c'est l'élément le plus important. Merci. Nous avons commencé avec lui, nous allons donc terminer avec lui. Et sans vouloir dévoiler des secrets, mais d'après mes renseignements, Sébastien Lecci, après les 8 années de travail autour de son premier livre, est en train de penser à un livre suivant, et il va y aborder des thèmes comme l'amour, le diable, l'espionnage. Alors, nous nous réjouissons d'ores et déjà de ce prochain ouvrage, et puis aujourd'hui, votre conclusion, Monsieur Lecci. Alors, je vous remercie pour la promotion de mon ouvrage, c'est vraiment très gentil. Et puis du futur aussi, qui viendra certainement d'ici moins de temps que 8 ans, j'espère. Alors, moi j'ai rencontré ici de toute façon des gens qui sont communs avec moi. Enfin, voilà, ce qui nous unit, c'est le fait qu'on soit des humains, peu importe dans quel secteur on va travailler. Et c'est l'amour aussi qu'on va porter à nos congénères qui nous pousse finalement à servir, puisque ce mot est extrêmement important, qui va nous pousser à être curieux, qui va nous pousser à aller chercher toujours plus loin pour servir la communauté. Ceci étant dit, si je devais laisser quelque chose de ce que j'ai vécu aujourd'hui avec vous, et dont je suis extrêmement heureux, c'est quelque chose qui comptait déjà beaucoup pour moi que sur les théâtres d'opérations extérieures, c'est la synergie, ce qu'on appelle nous la synergie des capteurs. C'est le fait de pouvoir collaborer ensemble, peu importe le secteur de recherche dans lequel on va se situer, mais on a quelque chose à apporter tous en commun à la société. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un grand changement sociétal un peu partout dans le monde occidental qui amène l'humain à revenir au milieu du système. Et je pense que c'est vraiment porteur d'espoir de voir qu'il y a des gens qui sont là et qui aiment ce qu'ils font et qui essayent d'apporter quelque chose de positif dans le monde d'aujourd'hui qui peut être déstabilisant, puisqu'il y a énormément de choses, un virus qui soit informatique ou qui soit le SARS-CoV-2, ben voilà, ça fait très peur parce que ce n'est pas personnifiable. Donc tant qu'il y aura des gens pour se battre et pour servir, finalement, il y aura toujours de l'espoir. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais vous inviter, messieurs, à regagner votre place du devant et profiter de l'occasion pour les applaudir bien fort. Merci.
Madame Samia Hurst me disait tout à l'heure, m'interpellant presque de manière provocante pour me demander si vraiment j'avais bien compris son message de ce matin. Je lui le dirai encore entre quatre yeux, mais je pense que vous aussi, à l'instar des 5 autres éclairages que nous avons reçus ce matin, tous les messages ont été éminemment très bien compris. Madame, Monsieur, l'Académie de police de et à Savatan vous donne rendez-vous pour le prochain Forum Sécurité Chablais. Celui-ci aura lieu le 4 novembre de l'année 2022, dans des conditions que chacune et chacun espère quasi normales. J'aimerais, au terme de cette matinée, exprimer beaucoup de remerciements à nos soutiens, la commune de Champéry et l'association ARE Perennius, qui soutient les activités et le développement de notre académie. Merci à nos collaborations, l'entreprise Securitas, pour les dames qui vous ont testé ce matin ou qui ont contrôlé l'exactitude de vos tests. Merci à l'entreprise Clevel qui nous a illuminés et qui nous filme. Merci aussi à la police intercommunale des Dents du Midi, puisqu'elle s'appelle comme cela. Merci à toutes nos coulisses. C'est le Palladium de Champéry avec Céline Chalère-Desfagot. C'est Compass Group qui vous attend derrière la salle ici avec M. Christian Figuier. C'est le service logistique de notre académie. Ce sont les secrétaires de l'Académie qui vous ont accueillis ce matin, Sonia Canal, Marie-Ève Rouvinet, Madame Sylvia Pache, c'est aussi notre médiamaticienne Kelly Écuyer, ma petite mémoire du forum. Ce sont bien sûr vous, Madame et Messieurs les intervenants, Monsieur le colonel Alain Bergonzoli, Madame Samia Hurst, Peter Ecker, Sébastien Lecci, Cédric Morigi, je regarde dans l'ordre alphabétique, Kurt Pelda et Olivier Ribon. Et puis, bien sûr, c'est vous, notre public, vous, Madame, Monsieur, qui nous faites cette belle amitié de votre présence. Je vais vous laisser un petit message et je vais l'emprunter au psychiatre suisse Carl Gustav Jung. Les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard. Mais ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, pour explorer de nouvelles orientations, pour expérimenter peut-être un nouveau chemin de vie. Alors je suis d'accord pour rectifier une trajectoire, pour explorer de nouvelles orientations, pour expérimenter un nouveau chemin de vie. J'espère tout simplement, quant à moi, que je pourrai, pour mener à bien toutes ces opérations, disposer des meilleurs renseignements que possible. Voilà ce que nous voulions tout simplement vous apporter ce matin, avant que je vous invite à vous lever et à gagner sous une lumière qui sera plus forte que celle de maintenant le fond de la salle, où vous attend un apéritif dînatoire qui vous permettra de poursuivre les conversations, aussi avec nos intervenants, et de partager des moments de convivialité. Quant à moi, je prends congé de vous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine encore, pour ce qu'il en reste, un bon week-end. D'ores et déjà, Madame, Monsieur, de belles et heureuses fêtes de fin d'année. Tous nos bons vœux pour cette année prochaine. Bonne fin de journée. Au revoir et merci.